Suite et fin du book haul de l'enfer. Bonjour et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo qui sera donc la deuxième partie de mon book haul spécial énorme craquage suite à ma frustration de cette période de reconfinement. Bref, je suppose que vous avez vu la première partie la semaine dernière. Du coup, passons à la suite tout de suite. Et je ne vais pas commencer cette vidéo en vous présentant le reste des romans que je m'étais procuré chez EasyCash, mais plutôt en vous présentant des romans que j'ai commandés d'occasion sur internet et également chez EasyCash, mais pas du coup dans mon EasyCash à côté de chez moi, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que dit comme ça, je suis d'accord, ça n'a pas vraiment de sens. Ah oui non, aujourd'hui on s'embête pas avec des intros, du blabla, machin, non. On y va tout de suite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il y a donc quelques temps de ça, grâce au live de Séverine sur la chaîne Il est bien ce livre, j'ai pu découvrir un nouveau venu, en tout cas ça fait assez peu de temps qu'il fait des vidéos booktube, mais c'est très bien. Je disais donc un nouveau venu dans l'univers booktubesque. Il s'agit de Théo, dont la chaîne, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Chronique Livresque, je crois. Bon, dans tous les cas, j'essaierai de vous le mettre là et de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Un petit gars donc, ma foi, fort intéressant, qui, en plus de ça, est un grand spécialiste de Stephen King. Donc moi c'est bon, hein, il m'a chopé avec le King, je me suis bouffé toutes ces vidéos où il en parlait et il a du coup très vite gagné une nouvelle abonnée. Il m'a surtout beaucoup donné envie de me replonger dans les bouquins de King. D'ailleurs, je viens d'en terminer un il y a quelques jours et ça a été juste génial. C'est du King, donc jusque là je n'ai pas été extrêmement surprise. Et en l'écoutant parler, eh bien il a fait remonter à la surface un bouquin que j'avais complètement oublié, qui est donc le roman Rage, écrit par Stephen King. Là tout de suite, je comprends que beaucoup d'entre vous se demandent mais pourquoi tout ce charabia, où est-ce qu'elle veut en venir? Promis, vous allez tout comprendre juste après. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le roman Rage de Stephen King n'est plus édité depuis, je crois, à peu près les années 2000 parce que ce roman a été retrouvé, je crois, dans le sac des meurtriers de la tuerie de Columbine. Et je ne sais plus si c'est les maisons d'édition ou carrément même si c'est à la demande de Stephen King, et il me semble que c'est plutôt à la demande de Stephen King, que eh bien, ce roman n'a plus jamais été édité parce que potentiellement il aurait peut-être pu influencer ces tueurs de masse. Et du coup, vous vous en doutez, ce roman est devenu extrêmement difficile à trouver et par conséquent extrêmement cher. Alors après avoir fait un petit tour sur le net, je me suis rendu compte que, disons que le minimum pour se procurer ce bouquin Rikiki, c'est entre 20 et 30 euros pour des très vieilles éditions en état pas terrible, la rareté faisant la demande et le prix. Et pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, souvenez-vous, j'avais déjà eu à peu près le même coup il y a de ça bien 1 an et demi, je pense maintenant, lorsque j'avais voulu me procurer Morte Saison de Jack Ketchum, qui est l'un de mes auteurs favoris, qui est également un roman qui n'est plus édité depuis extrêmement longtemps et qui du coup est très difficile à trouver. Et quand il l'est, là encore, c'est à des prix complètement dingues. Sauf que voilà, j'avais eu la bonne idée d'aller faire un petit tour sur le site internet d'EasyCash et j'avais à l'époque pu dénicher ce roman pratiquement introuvable au prix défiant toute concurrence d'environ 3-4 euros. Du coup, lorsque j'ai entendu Théo reparler de Rage sur sa chaîne, ni une ni deux, j'ai repensé à cette expérience et je suis bien sûr retournée sur le site internet d'EasyCash. C'est donc ainsi, mesdames et messieurs, que j'ai pu, oui, dénicher au prix incroyable de 3 euros Rage de Stephen King. Ici aux éditions J'ai lu. Une édition qui date de 1990. J'étais née, mais pas très vieille. Alors oui, les pages sont un peu jolies, mais dans l'ensemble, franchement, je m'attendais pas en plus à avoir un exemplaire en aussi bon état. Puis alors ce que j'adore,
moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les achats d'occasion, c'est que à l'ouverture, je ne sais pas si vous allez voir, on a des petites annotations comme ça du précédent propriétaire. Commencé et fini le 21 mars 2001, journée intempérie à Arenton, côte Genève. Ce roman a dû faire apparemment un détour par la Suisse. Et je trouve que ça rajoute un petit peu dans l'histoire de ce bouquin, et voilà. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup retrouver dans mes livres d'occasion. Toujours est-il que voilà, j'étais donc extrêmement heureuse de pouvoir me procurer ce roman de Stephen King parce que j'ai bien sûr dans l'idée d'un jour pouvoir enfin lire tous les romans du King. Par conséquent, étant donné que celui-ci est de plus en plus difficile à dégoter, et j'ai pas hésité très longtemps et je me suis dit, quitte à faire une commande sur internet et à payer des frais de port, autant prendre d'autres romans qui potentiellement pouvaient également m'intéresser. C'est donc ainsi que je n'ai non pas commandé un bouquin chez EasyCash, mais 5. Bon, ça va encore, je trouve, non ? Le même jour et toujours sur internet, j'ai également du coup commandé un autre King. Bah oui, quitte à plonger dans du King, autant y aller à fond. Un King dont j'entends très rarement parler, et il s'agit de Juste avant le crépuscule, ici aux éditions Le Livre de Poche. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Je viens de lire la 4e et c'est bien ce qui me semblait, c'est un recueil de nouvelles. Comme quoi vous voyez, j'ai bien écouté les vidéos de Théo et j'ai bien retenu les informations importantes. Clairement, c'est dans une de ces vidéos que j'ai dû apprendre ça parce que sinon, je pense que je n'avais jamais entendu parler de ce King. On a du coup ici 13 nouvelles, c'est du coup un petit pavé de 600 pages, mais étant donné que ça va être découpé en nouvelles, je pense que ça va se lire quand même assez facilement et assez rapidement. Puis dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est du King, je veux tous les lire. Donc je suis ravie de pouvoir compter l'un de ces romans en plus dans ma pile à lire. Et puis là encore, pour un roman d'occasion, sincèrement, je trouve qu'il est en très bon état. Le roman suivant, c'est un des livres phares de Séverine. Et là encore, elle nous en parle très souvent sur sa chaîne et du coup, je me suis dit, allez, à un moment ou à un autre, il va quand même falloir que tu le découvres, ma cocotte. Du coup, lorsque je l'ai vu à première vue en bon état et pas trop cher, je me suis dit que c'était l'occasion de me le procurer. Ce roman, il s'agit du désormais très célèbre La Route de Cormac McCarthy, ici aux éditions Le Cercle Point. Alors La Route, de ce que j'en ai compris, on va être dans un univers post-apo, vous voyez un petit peu à la Walking Dead, mais sans les morts vivants, encore que j'en sais rien, ça se tombe, il y a des bébêtes chelous qui vont vouloir les bouffer. On va principalement suivre, de ce que j'ai compris, un père et son fils, d'où cette couverture. J'ai cru comprendre que la narration était un petit peu particulière. Je sais qu'il va falloir que je fasse une sorte de travail sur moi-même pour arriver à rentrer dans le récit, mais apparemment une fois qu'on s'y est fait et qu'on est rentré dedans, c'est juste génial. Donc voilà, un monument du post-apo, j'en lis très peu, qui en plus de ça va être vraiment centré, je suppose, sur ce lien entre père et fils. Il ne fait que 250 pages. Il n'y avait aucune raison pour que je ne le lise pas à un moment ou à un autre. Et maintenant qu'il est en ma possession, j'ai bon espoir de le découvrir cette année. Le roman suivant, c'est vraiment son résumé qui m'a donné envie parce que je n'ai jamais entendu parler ni de ce roman ni de son auteur. Mais bon, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que c'est typiquement le genre de choses qui ne m'arrête pas, bien au contraire. Il s'agit de Delirium Tremens de Ken Bruhen aux éditions Folio. De ce que j'ai compris ici, on va être avec un personnage récurrent qui fait partie d'une saga, mais pour le coup, il me semble avoir vérifié et il me semble qu'il s'agit d'un tome 1. Je croise les doigts. Dans tous les cas, on va suivre donc le personnage de Jack Taylor, qui est un ancien flic qui s'est gentiment fait mettre au placard parce qu'il a malencontreusement écrasé son poing sur le nez d'un ministre. Forcément, c'est assez mal passé auprès de sa hiérarchie. Du coup, aujourd'hui, il n'est plus flic. Il passe son temps à noyer un petit peu son désespoir dans la Guinness et il a pratiquement installé son bureau au pub du coin. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais l'histoire se passe en Irlande.
Ouais, forcément, Guinness, on se doutait bien qu'on était dans ce coin-là du monde. Notre bon vieux Jack a tendance du coup un petit peu à déprimer jusqu'au jour où une femme va venir le supplier d'enquêter sur le meurtre, ou en tout cas ce que l'on a considéré comme étant le suicide de sa fille de 16 ans, sauf qu'elle en est persuadée, sa fille ne s'est pas suicidée, surtout qu'elle a un jour reçu un appel téléphonique d'un homme qui lui a dit tout simplement au téléphone « on l'a noyé ». Un homme qui apparemment savait pas mal de choses sur cette histoire. Du coup, notre bon vieux Jack va remettre le pied à l'étrier et enquêter sur le pourquoi du comment cette gamine de 16 ans a été tuée. Un perso masculin un petit peu à la dérive et surtout une enquête qui se déroule en Irlande, moi forcément, ça m'a rendue hyper curieuse et j'avais du coup très envie de découvrir ce roman. Et pour terminer, dans cette commande, j'ai également glissé Les Impliqués de Zygmunt Milosevski aux éditions Mirobol. Dans ce roman-ci, on va également voyager un petit peu puisque l'histoire se déroule à Varsovie. Là encore, c'est un lieu que je rencontre assez peu dans mes lectures, du coup ça m'a pas mal attirée. En plus de ça, je vous avoue que la première phrase de la 4e m'a comme qui dirait un petit peu titillé, hein, ou en tout cas titillé mon côté un petit peu fan de glauque. Ne me jugez pas. Puisqu'elle nous dit un dimanche matin, au milieu d'une session de thérapie collective organisée dans un ancien monastère de Varsovie, l'un des participants est retrouvé mort, une broche à rôtir plantée dans l'œil. Oui, on est d'accord, on rentre dans ce roman avec une première scène bien gore, mais que voulez-vous ? Moi, c'est le genre de truc que j'aime assez et suite à cette découverte, on va suivre le personnage de Théodore Zaki, qui est donc un procureur à Varsovie qui s'ennuie franchement que ce soit dans son métier ou dans sa vie et qui va du coup prendre en main cette enquête, une enquête autour de ce groupe de thérapie qui m'a tout l'air d'être quand même à la limite du groupe sectaire, j'en sais pas plus, mais en tout cas, voilà, moi ce résumé me donnait très envie. Entre chute du communisme et communauté peut-être potentiellement un petit peu déviante, il m'en fallait pas plus. Bon, par contre, je vous avoue que je m'attendais à recevoir un livre de poche et finalement j'ai reçu un grand format. Alors il y en a qui adorent ça, mais personnellement, moi je préfère les formats poche. Bon bah tant pis, hein, c'est le jeu lorsque l'on achète d'occasion sur internet. Ça m'empêchera pas de le lire. Là pour le coup, le dos est un petit peu cassé. Mais bon, on est sur un petit peu plus de 400 pages, mais je vois qu'il y a des typographies différentes. Est-ce qu'on serait pas sur un petit jeu passé-présent ? Ça me titille pas mal moi cette histoire là, ce bouquin. J'espère vous en reparler très vite. Le roman suivant est écrit par un duo d'auteurs dont j'ai là encore souvent entendu parler mais que je n'ai encore jamais lu. Il s'agit donc de Jérôme Camus et Nathalie Hugues avec leur roman Prédation aux éditions Le Livre de Poche. Je sais pas vous, mais moi cette couverture me file la chair de poule. Je la trouve assez angoissante bizarrement. Bon alors là, comme bien souvent, c'est le résumé bien gore qui m'a donné envie. Que voulez-vous? Oui, la madame aime les histoires bien dégueulasses. C'est comme ça, j'assume complètement. Ici, on nous dit que l'on va retrouver un cadavre dénudé dans une friche industrielle, la main droite déchiquetée. Ça commence déjà bien, mais on va aussi avoir une scène avec un homme qui va se tirer une balle en plein centre commercial bondé. Et également un jeune père dressé comme un chien qui est tourmenté sans relâche au fond d'une cage. Alors oui, ces trois hommes comme ça, à première vue, n'ont pas de rapport entre eux, sauf que on se doute bien que pour qu'il y ait une histoire, il y aura forcément un rapport. Qui sont ces hommes? Pourquoi ont-ils été choisis? Pour quelle mise à mort aberrante? Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de ce résumé, c'est qu'on nous dit que Prédation en trouve l'apport d'un univers imprévisible et angoissant, étrangement en prise avec les faits divers les plus choquants de notre époque. J'espère qu'on va savoir, que je vais savoir durant la lecture de ce roman, quelle est la part de véridique et d'inventé, parce que
Lorsque des auteurs se basent sur des faits réels, ou en tout cas des choses qui existent vraiment dans notre réalité, j'aime savoir exactement quelles sont ces choses qui existent vraiment et quelle est la part de fictif qui sort de l'esprit des auteurs. En tout cas, là je sais à quoi m'attendre, je sais que je vais être dans un récit bien noir, bien glauque, bien dégueu. Donc là encore, on va attendre que je sois dans un mood plutôt positif, plutôt joyeux, parce que sinon, à mon avis, c'est le genre de roman qui plombe bien le moral comme il faut. Encore que, personnellement, le glauque, bon, ça peut me filer la gerbe, mais c'est pas franchement le genre de truc qui me plombe le moral. Une fois de plus, ne me jugez pas, hein. Il y en a qui kiffent les romances guimauves, et bah moi, c'est plutôt les histoires dégueu et gore. Chacun son truc. Le roman suivant ne va absolument pas vous surprendre puisqu'il s'agit d'un roman de l'un de mes auteurs chouchous. Du coup, dès que je tombe sur l'un de ces bouquins que je n'ai pas encore en ma possession, je n'hésite jamais si le livre est dans un état plutôt potable. C'est donc ainsi que je me suis procuré Lucas de Franck Thillier aux éditions Pocket. Ce roman est l'un des derniers de la saga Charcot et Nebel, en tout cas l'un des derniers sortis. Donc je n'ai pas lu la 4e parce que j'ai toujours un peu peur potentiellement de me spoiler sur cette saga que je suis en train de lire dans l'ordre. Même si en général, soyons clairs, les résumés des romans de Franck Thillier nous dresse une sorte de situation de départ qui va complètement évoluer et complètement nous emmener dans autre chose. Mais bon, au cas où, j'ai préféré ne rien lire du tout et je me laisserai bien sûr porter. De toute façon, vous le savez maintenant, j'adore les romans de Franck Thillier, j'adore cette saga de Charcot et Nebel. Même si mes débuts avec Franck Charcot n'ont pas été franchement des plus simples, dirons-nous. Mais depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux entre lui et moi et je dévore vraiment tous les romans de cette saga, même si à chaque fois ce sont des petits pavés, ça se lit extrêmement bien. J'y apprends toujours des choses super intéressantes. Bref, j'adore les romans de Franck Thillier. Du coup, quand je suis tombée sur celui-ci, bien sûr, je ne pouvais que repartir avec. Bon, dans le genre autre achat compulsif de groupies, j'ai également très vite chopé dans le rayon Gwendy et la boîte à boutons, écrit par Stephen King et Richard Chizmar aux éditions Le Livre de Poche. Je suis désolée si je perds un petit peu ma voix, mais en fait ça fait à peu près 2 heures je pense que je filme, puisque j'ai filmé 2 vidéos à la suite. Et là ça commence à devenir un petit peu difficile. Bon alors je vous avoue que je n'ai pas tout compris au résumé, mais je m'en fiche complètement parce que de toute façon c'est du King et que je veux lire tous les King. Et en plus de ça, c'est quand même un King extrêmement court, ce qui est franchement très rare. Donc voilà, celui-ci vous pouvez être sûr qu'il y passe très rapidement parce que laisser un King aussi rikiki dans ma pile à lire, c'est juste pas concevable pour moi. Après, je vous avoue que savoir qu'il l'a écrit avec un autre auteur, ça m'angoisse un peu. Parce que je sais de quoi le King est capable, mais bon, savoir qu'il va mêler sa plume à celle d'un autre auteur, je sais pas exactement si ça peut fonctionner, si ça va me plaire. Je préfère vraiment lire les romans écrits exclusivement par Stephen King, mais comme je vais lire de toute façon tout ce qu'il a pu écrire, bon bah faudra que je fasse avec et que je lise aussi celui-ci. Et puis dans mon envie de continuer à découvrir tous les romans du King, bah j'ai pas résisté lorsque je suis également tombée le même jour sur Blaise de Stephen King, écrit sous son pseudonyme de Richard Bachman, toujours aux éditions Les Livres de Poche. Alors je vous avoue que j'ai été pas mal surprise lorsque je suis tombée nez à nez avec ce bouquin, parce que je pense n'avoir jamais entendu ce titre dans les romans de Stephen King. C'est vraiment pas l'un de ces romans dont on parle régulièrement, et vraiment, en tout cas pour ma part, j'étais complètement passée à côté. Mais après avoir lu la 4e, je pense que c'est typiquement le genre de roman de Stephen King qui peut complètement me convenir. Parce qu'on va être ici avec clairement un anti-héros, puisqu'on va suivre le personnage de Blaise. Alors Blaise, c'est son surnom, qui est un homme à la carrure démentielle,
mais au cerveau, dirons-nous, pas franchement fini, hein. En tout cas, les raclées qu'il a pu se prendre par son père en étant jeune n'ont pas vraiment amélioré ses connexions neuronales, dirons-nous. Du coup, Blaise vit un petit peu de petits casses, de petits larcins, de brins. Il survit un petit peu, voilà, de tous ces petits larcins, sauf qu'il a également un ami qui, lui, est, dirons, un petit peu plus professionnel dans le crime, et un jour, il lui propose l'affaire du siècle. C'est tout simplement d'aller kidnapper le dernier-né d'une famille richissime, histoire de demander une grosse rançon et d'être tranquille un moment tous les deux avec l'argent qu'ils vont pouvoir ramasser. Sauf qu'entre-temps, son ami professionnel du crime va mourir. Enfin, ça c'est ce que Blaise croit, puisque la 4e nous laisse sous-entendre qu'il n'est peut-être pas si mort que ça. Alors, est-ce qu'on va être avec un personnage qui va se faire passer pour mort, ou est-ce que l'on va basculer dans une part un peu fantastique, comme ça arrive souvent avec Stephen King? Je n'en sais pas plus, mais apparemment on est ici bien dans du King qui écrit du roman noir. Moi je pense que c'est typiquement le type de roman que je préfère chez lui, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. En plus de ça, il n'est pas extrêmement long. Pour un King, 340 pages, ça devrait se lire franchement très très vite. Donc voilà, comme je le disais, je n'entends jamais parler de ce titre-ci, donc si par miracle vous faites partie des rares lecteurs qui l'auraient lu, n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me suis également procuré un roman d'un auteur dont là encore j'ai souvent entendu parler, mais jusque là j'ai encore jamais passé le cap de découvrir sa plume, parce que je pense tout simplement je n'avais pas eu l'occasion de tomber sur l'un de ses romans. Ce sera donc chose faite, puisque je me suis également procuré Une forêt obscure de Fabio M. Micheli aux éditions Le Cercle Point. Là encore, on va être dans un milieu policier, et d'ailleurs ça me fait penser, en début de vidéo je vous parlais du Canada et de Luca Rocco Magnotta, qui est, je pense, malheureusement l'un des tueurs les plus célèbres de ces dernières années au Canada. Et le début de cette 4e de couverture nous parle de Lucas qui assassine son amant à coups de pic à glace à Montréal, puis poste la vidéo de son crime sur le web. Si là on n'est pas clairement dans de la grosse inspiration de ce qu'a pu faire Luca Rocco Magnotta, je ne comprends pas. On va donc suivre une jeune flic franchement borderline qui va devoir enquêter sur ce crime, et en parallèle on va également suivre un lieutenant qui va lui mener une enquête dans une forêt en Alaska, la forêt de Tongass, dans laquelle on va retrouver 2 jeunes femmes prostrées. Alors on est d'accord, à première vue, un crime à Montréal et 2 jeunes femmes retrouvées dans une forêt en Alaska, ça n'a aucun rapport, sauf qu'on va se rendre compte que le point commun entre ces 2 affaires, c'est ni plus ni moins qu'un criminel psychopathe qui tire les ficelles du fin fond de sa cellule. Je sais pas vous, mais moi c'est typiquement le genre de résumé qui me met en joie. Bah oui, que voulez-vous, moi on me parle de dangereux psychopathes, bah ça me donne envie. Ouais, une fois de plus, ne me jugez pas. Dans un tout autre genre, je me suis également procuré La fille derrière la porte de Patricia Espel aux éditions Pocket. Bon alors là, on oublie les gros tueurs, les cadavres, le dégueu et le gore. On va vraiment être dans ce que l'on a l'habitude d'appeler du thriller domestique, puisque l'on va suivre une femme, Amy je crois. Oui c'est ça, Amy, qui a été larguée par son mari, qui se retrouve au fond du trou parce qu'elle a également perdu ses enfants qui sont partis vivre avec leur père. Bref, elle est toute seule dans son appart, elle déprime à fond les ballons jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de sa nouvelle voisine, qui est une femme qui dégage, vous savez, beaucoup d'assurance, etc. Et du coup, elle va faire connaissance avec elle et un petit peu se raccrocher à elle pour remonter la pente. Alors elle va se dire chouette, j'ai trouvé une amie qui me permet de sortir un petit peu la tête de l'eau. Sauf que petit à petit, cette amitié naissante va devenir potentiellement un petit peu toxique, et le rapprochement qui va s'opérer ne va peut-être pas être si innocent que ça.
Moi je lis ce résumé, je pense directement à, j'allais dire La vie d'Adèle, mais pas du tout. Mon amie Adèle que j'avais lu de Sarah Pinborough il y a au moins 2 ans facile maintenant, où on retrouve cette amitié féminine un peu toxique. On avait aussi ça dans un autre roman qui avait également été adapté. D'ailleurs, j'ai pas vu l'adaptation. Je vois la couverture du bouquin et j'ai complètement oublié et le titre et l'auteur. C'est magnifique. L'ombre d'Emily de Darcy Bell. Ce n'est pas ma mémoire qui d'un seul coup vient d'avoir un éclair de génie. Hein. Non, je viens d'aller regarder les différents rayons de ma bibliothèque pour retrouver le titre. Voilà, comme ça je vous dis tout. Ce type de roman, de thriller un peu psychologique, domestique, ça peut être extrêmement bien si c'est bien écrit, si c'est abordé sous un angle original, comme ça peut être très prévisible et faire un gros flop. Donc écoutez, on verra bien. Je n'en attends franchement pas grand chose, mais c'est un roman assez court. Là encore, une auteure que je n'ai jamais lue, donc ce sera l'occasion, je testerai. Puis au pire, si ça le fait pas, bah tant pis, ça le fait pas et puis c'est tout. Et enfin, je terminerai ce point lecture avec le retour, une fois de plus, du roman qui m'a très gentiment été passé par Belle Maman. Et ce coup-ci, il s'agit de Au soleil redouté de Michel Bussy aux éditions Pocket. Oui, je sais, j'ai déjà pas mal de Michel Bussy dans ma palle à lire. Mais voilà, elle me l'a proposé, je me suis dit oui, pourquoi pas. Je ne suis jamais retournée, je ne suis pas une grande fan de Bussy, mais en attendant, c'est des petits romans thrillers policiers qui font clairement le job. Je sais que je vais pas avoir une lecture dingue, ultra originale, noire, profonde comme je les aime, mais c'est toujours des romans qui passent plutôt bien et qui, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais qui personnellement passent très bien l'été. Donc là, avec la période estivale qui arrive et les vacances, c'est typiquement le genre de roman que je me vois très bien déguster au bord de la piscine. Et en plus de ça, il ne risquera pas grand chose puisqu'il est déjà rentré en collision avec une tasse de café. Promis, c'est pas moi. Alors, j'ai lu le résumé, on est clairement dans de la grosse inspiration du roman Dix petits nègres qui a été depuis renommé Ils étaient 10 d'Agatha Christie, puisque on va y suivre 5 femmes qui sont lectrices et qui sont aussi auteurs en herbe, qui ont été sélectionnées je crois suite à un concours et qui sont envoyées sur l'une des îles Marquises, je crois. Ouais, c'est ça, sur l'une des îles Marquises, où elles vont, en plus de découvrir l'île, avoir, vous savez, un petit peu des sessions d'écriture et également des conseils de leur auteur préféré autour duquel était organisé ce concours. Sauf que, bien qu'on soit sur une île paradisiaque, eh bien j'ai comme l'impression que nos 5 chères madames vont être dégommées les unes après les autres. D'où la grosse ressemblance avec Dix petits nègres. Un groupe de personnes sur une île un petit peu au milieu de nulle part où ils vont être éliminés les uns après les autres. Je pense que la comparaison était plutôt simple et puis d'ailleurs c'est clairement indiqué sur la 4e, un endroit rêvé pour concocter un huis clos que n'aurait pas renié la reine Agatha Christie. Bon, par contre attention Michel, hein, tu t'attaques quand même à, j'ai envie de dire, une pointure ou en tout cas vraiment un classique de la littérature, donc passer après ça c'est pas simple. Forcément, tu risques de souffrir un petit peu de la comparaison. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai toujours pas lu Dix petits nègres et que je vais peut-être me le faire avant celui-ci. Ce serait pas mal. Voilà, c'est donc ainsi que se termine cet énorme book haul, gros craquage du slip que j'avais du coup dû diviser en 2 parties, donc en 2 vidéos. Vous l'aurez donc vu, hein, j'avais pour but de faire franchement baisser ma palle et j'étais bien partie pour. Hein. Mais là, bah... j'ai, comme qui dirait, un petit peu tout foutu en l'air, puisque je crois que c'est pas loin de au moins 25 romans qui vont rejoindre ma pile à lire. Mais je suis très heureuse parce que vraiment dans le lot, il y en a que j'avais très envie de découvrir depuis un moment. Donc c'est clairement ceux qui vont passer en premier. Et puis pour les autres, j'ai pas d'excuses. Sur le coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon alors je vais pas vous redire hein, que il n'y aura plus de book haul avant un long moment sur cette chaîne.
Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain on ait encore une annonce qui me plombe le moral ou que le Covid vienne encore franchement nous enquiquiner la vie bien comme il faut. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien dans les mois à venir et que je n'ai pas besoin de refaire un gros craquage. Et puis je vous rassure, hein, à côté je lis heureusement pour faire baisser cette pile à lire. D'ailleurs je peux d'ores et déjà vous dire que les prochaines vidéos seront des points lecture parce que j'ai pas mal de choses dont je voudrais vous parler, dont des lectures que j'ai fait là dans ces derniers jours qui ont été de très bonnes lectures. Il y aura donc des points lecture thématiques qui arrivent sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous du coup pour découvrir tout ça. Et puis si vous ne voulez rien rater, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Si vous avez envie que l'on papote de bouquins, etc., bien sûr, les commentaires sont ouverts comme d'habitude. Et moi, je vous laisse là parce que je commence vraiment à ne plus du tout avoir de voix. Et je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!